l'individu qu'on a vu sur les images, habillé de manière débraillée, est arrivé seul à la radio nationale. Il a passé la guérite, il a passé d'abord les vigiles, après il a passé la guérite, il a passé le service d'accueil, la réception. Après la réception, il est arrivé au cabinet. Le cabinet, il est arrivé... Pourquoi il ne remet pas au courrier? Exactement. Ça veut dire qu'il est passé, étant déployé, en portant un document, entre guillemets, aussi sensible. C'est-à-dire le décret qui nomme le vice-président et tout le monde maîtrise l'enjeu autour de la création, entre guillemets, du poste de vice-président. On sait que c'est en fait le successeur qu'on aimerait préparer. Oui. Et il est arrivé avec tout un gouvernement qui est attendu. Cet individu qu'on voit sur les images, ça veut dire que s'il avait même porté un costume, on aurait peut-être accordé à ce monsieur une présomption de crédibilité. Exactement. Il arrive jusqu'à la direction des éditions, je crois, et monsieur Robert Aimé Bina prend son téléphone pour appeler Charles Ndongo, et Charles Ndongo, entre-temps, ils sont habitués, en fait, du protocole qui entoure généralement la communication des décrets aussi précieux. Donc ça signifie quoi? On sait généralement que ce n'est pas un individu qui arrive à la radio, c'est toute une chaîne d'individus. Toute une chaîne d'individus, et par rapport à ce qu'on nous a renseigné, généralement, c'est tout un protocole, et le protocole arrive, vous lisez, on m'a même fait savoir que le protocole entre dans le studio, vous lisez et vous remettez encore le document. Ils ont peut-être changé la méthode, docteur. Oui, on ne peut donc pas changer la méthode en faisant confiance à l'individu qu'on a vu. Moi, je me dis, en fait, au-delà de l'hypothèse de la diversion, comme l'a rappelé le prof, il y a aussi une autre façon de voir cette diversion. La diversion, dans le sens où, effectivement, il y aurait eu un coup, avec tout un protocole et tout, parce qu'Aimé Robert Bina ne pouvait pas appeler, en tout cas, sous réserve de ce qu'il dira, au cas où on se fie à ce que Polycarpe et Somba a donné comme élément, il ne peut pas quand même appeler Charles Ndongo pour ce monsieur qu'on nous montre en image. Charles Ndongo lui-même ne peut pas appeler la présidente de la République, sachant comment ça se passe. Pour moi, je soupçonne, nous sommes dans la logique, voilà, je soupçonne quelque chose qui s'est passé, normalement, comme ça se passe souvent. Seulement, les réseaux se seraient neutralisés au niveau de la lecture. Donc, c'est-à-dire que la chaîne nationale, étant au courant des batailles en interne, a voulu avoir en fait l'esprit tranquille, avoir la bonne information, et c'est en checkant l'information, ce que vous appelez le recoupement, qu'elle s'est rendue compte que cette histoire-là semble un peu louche. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tourner l'affaire en dérision et nous présenter... Donc, pour vous, ce document, il est vrai? Non, je soupçonne. Je soupçonne. Je reste dans le soupçon parce que, comme l'a dit le prof tout à l'heure, nous n'avons pas un dos assez cuirassé comme celui du professeur. Nous, on n'a pas résilient pas le genre du spéciste que vous aimez. Donc, en fait, pour moi, je crois que c'est... Docteur, pourquoi on dit ça? Expliquer un peu le silence. Dis-leur que chez vous, on me déteste d'abord. Le débat, ce n'est pas de... Non, le débat, c'est encore ici. Docteur Aristide, comment vous expliquez aujourd'hui le silence de la chaîne nationale? On n'a pas d'informations. Je crois que c'est une affaire un peu plus sensible. Il faut travailler sur la communication. On fait tout simplement deux ronds parce qu'il y a une autre façon de communiquer. C'est le silence, c'est tout simplement pour ne pas alimenter davantage la polémique. Et je crois qu'aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement serait dans l'embarras, dans la mesure où il faut trouver de bons éléments, comme on l'a dit tout à l'heure. Les premières versions qu'on a voulu mettre en circulation pour essayer
de dérouter l'opinion. Je crois que ça ne tient pas au regard de des éléments que je venais de relever ici. Mais pour moi, c'est la conséquence en fait d'un vide institutionnel, d'une vacance de fait à la tête de l'État du Cameroun. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur des incapacités pour un homme de cet âge-là. Paul Biya, on veut bien le protéger, dit qu'il est exceptionnel dans sa catégorie 90-93 ans, mais toujours est-il que nous autres, on a quand même des parents de cet âge chez nous, ou des parents qui sont même moins âgés que le président de la République, mais on voit la difficulté avec laquelle ils ont souvent du mal à tenir, même mentalement, même intellectuellement. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est la conséquence en fait d'un état de vacances de fait à la tête de l'État. Cette vacance-là dont la secousse se ressent à travers le mode de configuration du système gouvernant camerounais. On a souvent, les constitutionnalistes ont souvent dit, nous sommes dans un système semi-parlementaire, nous sommes dans un système semi-présidentiel, mais pour moi, on a construit un système de présidentialisme monarchique. Présidentialisme monarchique dans la mesure où l'institution, la présidence de la République, a pratiquement tout récupéré. J'ai pratiquement tout, donc c'est-à-dire que même le Parlement, le pouvoir législatif, même le pouvoir judiciaire, c'est entre les mains de la présidence de la République. La preuve en est qu'au Parlement, les textes qui ont souvent prospéré, ce sont des projets de loi en lieu et place des propositions de loi. Et également le fait qu'en plus de cette centralisation du pouvoir à la présidence, il y a l'hyperdomination ou l'omniprésence de l'homme président. Ça veut dire qu'il y a le président et l'homme président. De sorte qu'aujourd'hui, le pays vit au rythme des caprices de l'homme président. Si l'homme président est malade, le pays est malade. Si l'homme président est couché, de la santé. est couché, le pays est coupé. Est couché. Si le président est absent, le pays est totalement absent. Si le président dort, le pays dort. Je vais revenir sur quelque chose qui m'avait fait sourire une fois ici à Yaoundé, à l'occasion d'une rencontre de la Coupe du Cameroun. On avait amené en fait les organisateurs à défier même les lois du football. Le président de la République voulait déjà rentrer. Et puis on a estimé que bon, on ne peut plus jouer les prolongations. On est allé directement au tir au but. Ça veut dire que c'est parce que l'individu, lui, il estime qu'il ne peut plus être là. On dit on va défier les lois. Or, le football aimerait qu'après les 90 minutes, qu'on passe à la phase des prolongations. Après les prolongations, on va donc aller au tir au but. Mais on avait éliminé la phase des prolongations. On se demande bien, est-ce que le président de la République ne pouvait pas en fait signifier son indisponibilité ou alors son incapacité à tenir jusqu'aux prolongations et on pouvait laisser tout simplement le Premier ministre présider cette Coupe du Cameroun. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui ce que nous avons, c'est en fait le fait qu'on a tout concentré entre déjà les mains de la présidence de la République et ensuite entre les mains de l'homme président. On se demande si on prend les Camerounais pour des fous. Si on nous prend finalement pour des zinzins, ça veut dire des individus qui ne sont pas capables de pouvoir mobiliser un certain discernement. Je reprends l'affaire, avec votre permission. Allez-y. Le Cameroun, c'est ce pays qui a toujours des faits divers bizarres. Ça veut dire, en plus d'être faits divers, c'est encore bizarre. Aujourd'hui, lorsque les amis étrangers nous demandent c'est quoi la situation dans votre pays. On leur dit par exemple qu'un monsieur est quitté du quartier en tennis, débraillé, et il est entré dans les locaux de la radio, de la chaîne nationale. Il a passé tous les checkpoints. Il est arrivé jusqu'à rencontrer le directeur des éditions de la chaîne nationale. Parce qu'avant d'arriver chez le chef, chez le directeur, il faut quand même passer par son cabinet. Et avant le cabinet, il y a la guérite. Après la guérite, vous avez le service d'accueil. Et puis, il est arrivé là-bas, toujours dans cette tenue, ce monsieur qu'on a vu. Et puis, le directeur des rédactions, qui est un journaliste chevronné, qui est un habitué de la communication institutionnelle, a pris son téléphone pour appeler le directeur général
qui est également, j'allais dire, le plus chevronné de tous les journalistes politiques au Cameroun. Il a vu ce monsieur, donc on lui a parlé, on lui a fait peut-être une description de ce monsieur, et puis il a pris la peine d'appeler quelqu'un qui est en Europe, au président de la République, ou la présidence de la République à Genève. Ça veut dire que lorsqu'on essaie de reconstruire, en fait, l'événement de manière chronologique. Bonjour, mesdames et messieurs, enchanté, moi c'est Brice. Si vous êtes nouveau ici, sur la chaîne, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner, s'il vous plaît. Je vous demande de faire comme ça fait plaisir, et activer la cloche de notification pour toujours rester alerté de nos prochaines vidéos. Vous venez là de suivre l'analyse du docteur Aristide Mono sur l'actualité qui fait pignon sur rue au Cameroun, les faux décrets présidentiels qui a failli être élu à la télévision nationale. La question que j'aimerais qu'on se pose, et nous n'allons pas être longs, la question que j'aimerais qu'on se pose, est-ce que dans la guerre de clans entre les RDPcistes, c'est-à-dire qu'entre les barons du régime, c'est-à-dire que les deux clans, il n'y a pas d'opposition dedans. Il y a quelqu'un qui avait déclaré que ce n'est pas l'opposition classique qui fera tomber Paul Biya. La vraie opposition se retrouve à l'intérieur même du RDPC. Et donc, j'aimerais donc vous poser cette question. Dans la guerre entre les Sardinats, entre la guerre des clans-là, notre rôle, nous, c'est quoi? C'est d'observer et de voir l'issue. C'est de verser de l'eau pour éteindre le feu, ou alors c'est de fournir le carburant pour attiser le feu, pour que cela brûle vite et se termine vite et que ça serve les Camerounais. Parce que lorsque je vois tout ça, je vois des gens ne disent rien. Les seules personnes qui prennent position, ce sont les opposants de l'opposition qui... Bref, répondez à la question s'il vous plaît. Quelle devrait être la position du peuple du changement? Observer, attiser le feu, éteindre le feu, ou alors rester neutre simplement? S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous en prie. À très bientôt.